Si je vous dis que les bourses mondiales sont au plus haut, je pense que ça ne va pas vous étonner, vous êtes bien au courant. Et comme très souvent, quand les bourses atteignent un plus haut, je fais une vidéo, une émission de ce type-là, c'est-à-dire une émission soit qui parle des bulles, soit qui parle du fait qu'on est sur des plus hauts historiques, etc. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi je fais ce genre de vidéo. Mais en tout cas, il se passe toujours le même phénomène à chaque fois qu'on est sur un plus haut historique, c'est-à-dire qu'on a différents groupes qui parlent. Alors évidemment, on a le groupe des éternels baissiers qui, parce qu'on touche un plus haut historique, vont forcément nous dire que la bourse est surévaluée, qu'on est en bulle, etc. Parce que pour eux, plus haut historique égale bulle. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a aucun autre rationnel derrière. Il y en a d'autres qui sont sympas aussi parmi ces baissiers, enfin plus rigolos en tout cas à regarder. C'est ceux qui, au bout d'un moment, se font retourner, c'est-à-dire qu'ils ont été baissiers pendant un moment et puis finalement se retrouvent à vouloir chasser le train. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater le train, et donc se transforme en nouveau haussier, phénomène qui me fait toujours un tout petit peu peur. Bref, on trouve un peu de tout. Et puis il y a, j'allais dire moi, mais j'ai envie de dire nous, parce que la plupart de la plupart d'entre vous, vous êtes des investisseurs long terme. Nous, ce qui se passe, c'est que, bien sûr, on est comme tout le monde, on est humain. Quand on est sur des plus hauts historiques, on a peur, on se dit les marchés sont peut-être un peu survalorisés, etc. Mais comme on ne fait pas de market timing, on reste investi et on a envie, bien sûr, d'alléger nos portefeuilles, etc. Mais on se retient souvent de le faire, à nouveau parce qu'on ne fait pas de market timing. Alors oui, on reste investi, mais non, on n'est pas serein. C'est mon état d'esprit actuel, c'est mon état d'esprit quasiment à chaque fois qu'on atteint des plus hauts. Je ne suis jamais hyper à l'aise. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'applique une stratégie qu'on appelle une stratégie quality, stratégie d'investissement dans des entreprises de qualité avec un peu de croissance, mais surtout des grosses marges, un avantage compétitif, un management au top, etc. Enfin bon, bref, une situation financière très saine. Et il se trouve que dans le monde dans lequel on est, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de l'investissement dans la qualité, c'est à la mode et ça, c'est jamais très bon. Donc évidemment, je suis très content, j'ai une très bonne performance ces dernières années, une performance qui bat le marché et notamment 2023-2024 ont été des très bonnes années pour la plupart des investisseurs comme moi dans la qualité. Donc à la fois je suis très content et puis donc je ne suis pas serein parce que c'est jamais bon de faire partie de l'investissement majoritaire. Voilà, quand on est dans un investisseur croissance et que tout le monde fait de la croissance, c'est un peu le jeu des chaises musicales, il va falloir être le premier un peu à partir et puis il y en a qui vont se retrouver sur le bord de la route. C'est un peu ce que je crains sur l'investissement qualité. Mais malgré tout, comme c'est l'investissement que je pratique depuis plusieurs années, j'y reste fidèle. Et je me dis qu'après tout, c'est pas si grave si je vois de plus en plus d'investisseurs value faire maintenant du quality value, des investisseurs croissance, faire maintenant du quality growth, des investisseurs dividendes qui disent moi je fais aussi un peu de qualité, etc. Tout le monde le fait, c'est normal, peut-être certains d'entre vous aussi, et je ne peux pas critiquer le fait que de plus en plus de monde pense que la stratégie que j'applique est la meilleure. Finalement, on est tous arrivés un peu à la même conclusion. Donc, ces boîtes-là sont chères, donc je ne suis pas serein. Et malgré tout, je vais faire aujourd'hui une vidéo optimiste. Et comme je vous le disais, je fais régulièrement des vidéos optimistes quand on est proche des plus hauts historiques. Je vais faire des vidéos souvent qui vont prendre des données historiques. Je vais faire des tests moi-même sur Excel ou bien je vais prendre des études qui vont parler de certaines stratégies qui investissent sur des plus hauts historiques, etc. Je fais ça et je ne suis pas non plus serein quand je fais ce type d'émission parce que c'est très casse-gueule. Pourquoi c'est casse-gueule ? Parce que bien sûr, dans certains cas, et le plus souvent possible, ça va continuer à monter. Et puis il y a certains cas où je vais faire une vidéo optimiste lors d'un plus haut historique, et puis ça va dégringoler 1, 2 ou 6 mois après. Et bien sûr, il y a des haters qu'on ne peut pas empêcher de commenter et qui vont me faire un commentaire dans 1, 2 ou 3 mois me disant que le marché a baissé depuis la vidéo. Et pourtant, je continue à le faire. Pourquoi est-ce que je le fais ? Parce que je vois dans ces émissions que je fais sur cette chaîne une volonté pédagogique, je pense que vous le savez, et je me dis qu'un de mes rôles, c'est de rassurer les investisseurs. Donc j'essaye de faire des vidéos rassurantes quand on touche des plus hauts, j'essaye de faire des vidéos rassurantes quand le marché a beaucoup baissé, parce que je sais qu'à long terme, ce qui compte, c'est de rester investi. Et ce qui est sympa, c'est comme ça fait maintenant 4 ans que je fais ces émissions, j'ai un petit historique. Donc je peux reprendre des extraits de ces anciennes vidéos et puis je vois ce qui s'est passé après. Et c'est ce qu'on va faire avec la première vidéo, je pense un peu de ce type-là, que j'avais fait en novembre 2019. Donc on voit ça commence à dater. Nous étions déjà alors sur des plus hauts historiques et j'avais fait une vidéo titrée « Acheter au plus haut historique ». Je vous en passe un extrait. On parle beaucoup en ce moment de plus haut historique. On entend sur pas mal d'indices qu'on touche des plus hauts historiques. Est-ce qu'acheter des actions sur des plus hauts historiques, ça vous tente ? Je vous sens un peu moyen et je pense que pour la plupart d'entre vous, acheter à ces niveaux-là, ça reste extrêmement difficile psychologiquement.
Et puis, si vous suivez des modèles notamment fondamentaux, la plupart de ces modèles vont vous dire en général que vous achetez les actions plutôt chères. Et si on regardait une stratégie d'investissement qui fait que ça, qui ne fait qu'acheter au plus haut, on est d'accord, ce serait la ruine, ce serait hallucinant. On achèterait toujours trop cher, on achèterait toujours au plus haut, il y a forcément des baisses derrière, donc on aurait une stratégie qui serait un désastre. Eh bien, c'est pas si sûr. Je lisais récemment un article de Meb Faber qui disait que acheter au plus haut, c'était pas une bonne idée. Non, c'était pas une bonne idée, en fait c'était une super idée. Parce qu'il l'a testé, il a fait l'étude en regardant depuis 1920, les années 20, sur les actions, ce que ça donnait d'être investi en actions à chaque fois qu'on était au plus haut, qu'on dépassait un plus haut, on en sortait dès que ça commençait à baisser, et dès qu'on était en phase, donc on était en dessous d'un plus haut, on était investi dans des obligations. Donc voilà ce que ça donne sur cette très très longue période, donc de quasiment 100 ans, sur les actions. Donc on a en bleu les actions mondiales, un système buy and hold, on est investi dans les actions, on ne bouge pas. On a en rouge les obligations, et puis on a le système qui switch entre les obligations et les actions en vert, et donc qui ne va être investi dans les actions uniquement quand on est sur des plus hauts. Donc on voit que rien que visuellement, on a une performance qui est à peu près similaire entre le système et l'investissement en actions, mais on a une volatilité qui est beaucoup plus faible puisqu'on n'est pas investi pendant les crises. On a aussi un drawdown qui est plus faible. Le drawdown, c'est la perte que vous avez par rapport à votre plus haut, votre performance la plus haute. Donc on voit que sur toutes ces années, alors c'est toujours un peu piège, ces graphiques qui sont sur des périodes aussi longues, parce que vous pouvez souffrir pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans et pas vous en rendre compte visuellement, mais comme dans les périodes difficiles, on est investi dans les obligations, on voit que c'est un système qui marche extrêmement bien, même en période de crise. Ce qui est intéressant avec cette émission, c'est qu'on est alors fin novembre 2019. Donc on est, vous l'avez bien compris, juste avant le Covid. Alors vous connaissez la suite, chute de plus de 30%, donc en mars 2020, donc 4-5 mois plus tard, lors du Covid, chute qui ne dure pas longtemps, avec un rebond spectaculaire. Qui nous amène à la vidéo suivante, vidéo qui a été effectuée le 20 janvier 2021. Donc je vous replace dans le contexte, on a eu un plus bas sur le Covid en mars 2020, et ensuite la bourse est montée en quasi ligne droite. Donc de mars 2020 jusqu'à janvier 2021, donc un petit peu moins d'une année. Je fais donc une vidéo qui est titrée bulle ou pas bulle, parce que à l'époque, déjà, vous allez me dire, on parlait de bulles sur les marchés et tout le monde se demandait si c'était pas le moment de tout vendre. Allez, on écoute un petit extrait. Donc dans ce premier aspect de est-ce qu'il y a une bulle sur la globalité du marché action, on voit qu'on peut répondre non, aujourd'hui basé sur deux choses, basé sur la croissance des bénéfices et basé sur la faiblesse des taux d'intérêt. C'est pour ça que je dis régulièrement qu'il n'y a pas de bulle sur le marché action, mais il y a une bulle sur le marché obligataire et sur les taux en général, et c'est cette bulle sur le marché obligataire qui, si elle explose, si les taux d'intérêt remontent, alors fera que le niveau de valorisation des actions est beaucoup trop élevé. Alors on le voit, je ne suis pas encore trop tendu pendant cette émission. Je vois comme principal risque la hausse des taux d'intérêt, qui à l'époque n'était pas d'actualité parce qu'on est quand même avant la guerre en Ukraine et l'inflation n'était pas encore vue comme un sujet. Je parle aussi du probable désastre sur les obligations en cas de hausse des taux, mais à nouveau ce n'était pas d'actualité parce que les taux restaient très bas. On est donc là début 2021 et toute l'année 2021, je pense que certains d'entre vous s'en souviennent, la bourse continue de monter et on se retrouve à un moment où on a à peu près 18 mois de hausse continue depuis le point bas du Covid et tous les investisseurs ont de superbes performances. Et j'en profite pour faire une nouvelle vidéo en novembre 2021, vidéo qui est titrée Bulle ou pas bulle, update novembre 2021. Donc ça, c'est un peu, je reprends un peu le principe que j'avais fait en janvier et je la fais en novembre 2021. Je vous fais écouter uniquement ma conclusion. Finalement, le niveau actuel du marché, il n'a rien d'extraordinaire et en tout cas, selon moi, bien sûr, rien d'une bulle. Alors, si vous me suivez depuis un certain temps, ce que je vous dis, ça n'a rien d'extraordinaire, parce que c'est ce que je répète quand même depuis un certain temps. Donc, à nouveau, surtout dans les périodes de résultats comme maintenant, j'ai toujours les yeux scrutés sur les deux facteurs, enfin plutôt trois, on va dire, les résultats des entreprises. Premier facteur, que tant que les résultats sont aussi bons qu'ils le sont maintenant, moi je vois vraiment aucune raison plutôt de s'inquiéter. Et ensuite, ce que je suis, c'est l'inflation, parce que l'inflation, c'est ce qui va influencer les taux d'intérêt, et comme on le sait, une remontée des taux d'intérêt, si elle est violente, peut faire du mal au marché, si elle est lente, ça peut bien se passer.
Bon, il y a deux moyens de voir cette vidéo. Soit vous êtes très sympa avec moi et vous me dites finalement Xavier, il y a un de tes scénarios qui s'est avéré exact. Donc bravo, tu avais effectivement dit que un des scénarios possibles, c'était qu'il y ait une très forte remontée des taux et baisse de la bourse. Et c'est ce qui s'est passé 4-5 mois plus tard, en mars 2022, quand la Fed a augmenté les taux à une vitesse vraiment incroyable, quasiment la plus forte, la hausse des taux la plus rapide de l'histoire. Soit vous êtes beaucoup plus réaliste, on va dire, et vous allez me dire, mais Xavier, tu as fait une vidéo très optimiste en novembre 2021, et 4 mois plus tard, la bourse a baissé, 5 mois plus tard, la bourse a baissé, donc en mars 2022, et c'est pas une baisse anecdotique de 5% qui est reprise au bout d'un mois, c'est quand même une baisse assez sérieuse, et on a revu les plus hauts uniquement quasiment 2 ans plus tard. Et là, vous auriez raison. Mais le truc, c'est que c'est pas le jeu auquel je joue. Parce que je sais très bien qu'à chaque fois qu'il y a mon portefeuille s'apprécie de plus de 30%, c'est ce qui m'est arrivé en 2021, c'est ce qui m'est arrivé en 2023. À chaque fois que ça arrive, je sais qu'il y a un retour de bâton. Et pourquoi est-ce que je le sais ? Je le sais parce que moi j'investis beaucoup sur le marché américain et le marché américain va grimper en moyenne, et c'est le mot qui est important, c'est en moyenne de 8, 9, allez, voire 10% par an, ça dépend des périodes que vous prenez. Donc, sachant que c'est une moyenne, c'est évident qu'à un moment, il faudrait que je paye le plus 30%. Mais le truc, c'est qu'après une hausse de 30%, il se peut que ça rebaisse, mais il se peut aussi que ça regagne encore 20%. Je n'ai aucune idée de quand aura lieu la prochaine baisse. Donc ce n'est pas le jeu que je joue, vous le savez bien, je ne fais pas de market timing. Donc il faut que je reste investi pour ne pas rater ces belles périodes. Et je ne veux pas rater non seulement les années à 30%, mais je ne veux pas rater non plus ces 10 ou 20% supplémentaires qui viennent. Et vous pourriez me dire qu'il aurait fallu vendre en novembre 2021. Oui, en théorie, c'est très facile de dire ça. Mais le truc, c'est que si en novembre 2021, j'avais eu peur parce qu'on est sur des plus hauts et que je trouve ça trop valorisé, la réalité, c'est que j'aurais probablement déjà eu peur en début d'année, en janvier 2021. Et j'aurais raté 20% de hausse supplémentaire. Et puis la réalité, c'est que si j'ai peur des plus hauts, c'est pas en janvier 2021 que j'aurais vendu. C'est probablement même lors de ma première vidéo sur le sujet en novembre 2019. Et puis même le pire, c'est qu'on peut remonter comme ça en 2017, en 2016, etc. Donc si j'avais peur des plus hauts pour investir, si j'avais peur de rester investi lors des plus hauts, je vais vous le dire, je serais probablement pas en bourse. Et je connais des gens qui attendent qu'on rebaisse des plus hauts depuis extrêmement longtemps, et ça c'est vrai en immobilier tout comme en bourse, et qui finalement restent en dehors de ça et sont investis dans des produits financiers extrêmement sécurisants, type fonds en euros, et qui attendent finalement que ça baisse. Et le problème, c'est que quand ça baisse, ils ont trop peur pour investir. Donc voilà, il y a ce cercle horrible. Moi, de l'autre côté, j'ai souvent tort, mais à long terme, j'ai raison. Et comme je ne veux pas avoir raison, c'est pas mon but en fait. Mon but n'est pas avoir raison. Mon but est de faire croître mon patrimoine à long terme. J'ai pas peur d'avoir tort à court terme. Et pour me rassurer, ce que je fais, c'est que j'aime bien regarder le passé. Donc, en 2019, à l'époque où j'avais déjà un petit peu peur, parce qu'on était sur les plus hauts historiques, les bourses mondiales, depuis cette époque-là, ont gagné plus de 50%. La bourse américaine a gagné plus de 70%, alors qu'on était à un plus haut historique en 2019. Donc c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester investi dans le marché. Maintenant, évidemment, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait quand la bourse est sur des niveaux élevés et qu'on ne veut pas forcément soit mettre plus d'argent, soit qu'on n'est pas très à l'aise. Moi, il y a deux choses que je fais principalement. Donc, je vais vous dire ce que je fais en ce moment. Plus que jamais, j'analyse des boîtes. En ce moment, plus que jamais, j'analyse des entreprises. Donc, je fais l'analyse globale, pas que la partie valorisation. Ça, c'est le premier truc. Et comme j'en trouve beaucoup qui sont trop chères, pourquoi ? Parce que je cherche des entreprises de qualité, que tout le monde fait la même chose que moi, donc ces boîtes sont trop chères, je les mets dans ma watchlist. Voilà, je les mets dans une liste où je vais surveiller un certain niveau. Ça, c'est la première chose. Il y a autre chose que je fais, et je ne le fais pas énormément, mais c'est ce que je commence à faire un petit peu, c'est que je cherche des valeurs de qualité avec des PER peut-être un peu plus faibles, et je vais commencer à prendre du profit sur certaines valeurs qui ont des PER plutôt élevés, parce que tout le monde en veut. Donc voilà, je vais peut-être m'alléger sur celle-ci et chercher des valeurs avec des PER un peu plus faibles. Je ne fais pas ça de manière massive, parce que les boîtes qui m'ont amené là où je suis, en termes de valorisation de portefeuille, je ne veux pas non plus les lâcher, mais quand il y a certaines qui arrivent sur des PER relativement élevés, au-dessus de 35, 40, 45, etc., là, ça ne me fait pas trop peur de m'alléger pour retourner sur, on va dire, des PER entre 20 et 25. Voilà.
mais ayez bien conscience que ce sont des très belles boîtes et boîtes de qualité, donc c'est compliqué de trouver des boîtes valorisées avec des PER en dessous de 15 par exemple, c'est quasiment impossible, et même entre 15, 20 et 25, ça reste très compliqué. Donc voilà, je vais plutôt basculer de valeurs avec des PER de 35-40 vers des valeurs de 25, mais malgré tout, on a toujours une perte de qualité, c'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu moins de croissance ou un petit peu plus de dette, etc. Donc c'est pas si évident que ça. Maintenant, deux choses pour conclure. À nouveau, pourquoi est-ce que je fais une vidéo optimiste quand on est sur des plus hauts historiques? Parce que si vous avez peur des plus hauts historiques, vous allez avoir une vie d'investisseur horrible. Horrible. Vous allez avoir tout le temps peur de vous lancer, pour ceux qui sont faiblement investis en bourse. Vous allez vous freiner dès qu'on va atteindre des nouveaux plus hauts, voire même vous allez vouloir vendre. Vous allez, si vous avez peur de la hausse, alors vous allez être chopé, vous allez être pris dans le FOMO dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, au bout d'une certaine hausse, vous allez craquer, vous allez acheter encore plus haut que quand vous trouviez que c'était cher, etc. Enfin bon, je résume, peur des plus hauts historiques, vie d'investisseur horrible. Et ça, vous pouvez me faire confiance. Deuxième point, il ne faut pas oublier que dans sa vie d'investisseur, c'est quand même extrêmement rare d'arriver avec juste un montant et puis de garder ce montant investi et ensuite de sortir. C'est pas comme ça que se passe une vie d'investisseur. On met un montant, puis un autre, on épargne, on investit, etc. pendant des années et ensuite on désinvestit de manière pareille, graduelle. Donc la notion de je mets tout d'un coup, oh là là, j'espère que le marché n'est pas trop élevé, ça marche pas comme ça. Donc moi, comme beaucoup de gens, ça fait très longtemps que j'investis, j'ai un gros patrimoine en bourse, mais il me reste encore beaucoup, je mets de l'argent tous les mois, donc il me reste encore beaucoup d'argent à investir. Donc moi, et ça c'est vraiment le gros avantage je trouve d'être optimiste en bourse, c'est que je n'attends qu'une chose, c'est que les marchés baissent. Mais oui, parce qu'il me reste encore beaucoup d'argent à investir, donc c'est pas dans mon intérêt que les marchés soient très élevés. Donc étant optimiste, j'ai très envie que les marchés baissent. C'est ça qui peut vous paraître bizarre, mais je vous encourage vraiment à avoir le même état d'esprit que moi. S'il vous reste de l'argent à mettre en bourse, alors c'est différent si vous êtes proche de la retraite et que vous êtes en train de désinvestir, là c'est un autre souci. Si vous êtes en train de désinvestir, tant mieux, vous êtes sur des plus hauts historiques et c'est sûr que les prochaines baisses ne seront pas une bonne nouvelle pour vous. Mais si comme moi il vous reste de l'argent à investir, alors soyez content à chaque baisse. Ça veut dire que vous allez rentrer sur des niveaux bien meilleurs que maintenant. Est-ce que vous aussi vous êtes des investisseurs optimistes? C'est tellement plus confortable parce que quand on est investisseur optimiste, on est content quand la bourse monte, on est content quand la bourse baisse et on le vit beaucoup mieux et ça fait qu'on reste investi à long terme et qu'on a des performances comme les bourses mondiales nous les offrent jusqu'ici. Il faut avouer qu'on est quand même dans un environnement économique et notamment boursier qui est assez exceptionnel. Mais mettez-moi votre point de vue là-dessus en commentaire. Merci encore à tous ceux qui m'ont mis des 5 étoiles sur le podcast. J'adore ça, c'est vraiment super sympa, c'est hyper motivant, puis ça amène un peu de visibilité. Merci aussi à tous ceux qui mettent des likes sur YouTube ou des commentaires, là aussi j'apprécie énormément. Merci à tous pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles émissions.